Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. En fait, il y a tout le temps une relation humaine. Et c'est pas parce que vous êtes dans une relation professionnelle à professionnelle qu'il n'y a pas de relation humaine. Et quoi que vous fassiez, en fait, c'est vous que vous vendez d'abord avant de vendre votre produit. Bonjour Louis, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler de comment créer et gérer une relation client dans le monde un peu du B2B, donc de l'entreprise à entreprise, un petit peu dans tout ce qui est la notion de digital, de consulting, freelance, trouver des clients, les garder, les satisfaire, bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. En gros, vous avez une activité et vous avez besoin de plus de clients, mais pour ça, vous ne pouvez pas passer par Internet, il va falloir passer en fait par de l'humain. Parfois, Internet ne fait pas tout. Chez Allo Fiston, on fait aussi les choses à l'ancienne parfois. D'ailleurs, peut-être que ceux qui ne le savent pas l'apprennent aujourd'hui. On fait également du consulting pour des entreprises quand même d'une certaine taille. Bon, pas des très grands groupes non plus, mais voilà, des petites PME qui commencent à rouler. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait nous envoyer un email sur business@allofiston si jamais. Mais on fait aussi les choses parfois un peu à l'ancienne. Et aujourd'hui, on va vous parler vraiment de la manière dont on fait, dont on a fait et dont on fait encore pour trouver des clients. Surtout toi, en fait, parce qu'au fur et à mesure, toi, tu m'as embarqué sur des missions de consulting. Je me suis rendu compte que c'était un vrai métier à part entière. En fait, construire une relation avec quelqu'un et l'entretenir. Et puis, au-delà d'une expertise technique, il y a quand même toute une partie humaine qui est, je pense, 65% du job. Absolument. Alors, on en reviendra dessus un peu plus tard dans l'épisode, mais même si vous vendez un aspirateur, une centrale nucléaire, peut-être pas une centrale nucléaire, mais en fait, il y a tout le temps une relation humaine. Et c'est pas parce que vous êtes dans une relation professionnelle à professionnelle qu'il n'y a pas de relation humaine. Et quoi que vous fassiez, en fait, c'est vous que vous vendez d'abord avant de vendre votre produit. Mais on reviendra dessus un peu plus tard. Très bien. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer avec ta philosophie générale tout du à fait. démarchage et du consulting ? Alors ceux qui connaissent peut-être un peu l'univers du commercial, etc., connaissent peut-être la méthode ABC, en anglais Always Be Closing, ABC. Concluer toujours la vente. Exactement. Moi, ma philosophie, elle est vraiment à l'inverse de ça. Parce que cette philosophie de vente, c'est une philosophie qui est assez agressive, où il faut sécuriser la vente le plus rapidement possible. C'est un peu le loup de Wall Street, si vous voulez. Alors, ça a fait ses preuves, évidemment, mais nous, chez Allo Fiston, on est vraiment à l'opposé. Et donc, on va en parler un peu plus dans le détail là, dans les parties qui arrivent, dans les minutes qui arrivent. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire une première partie vraiment sur le démarchage. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients quand on n'y connaît rien, quand on n'a pas de réseau, En fait, ça joue beaucoup, on va le voir. Donc voilà, mettons, aujourd'hui, moi, je suis un coach, alors soit en développement d'entreprise, soit ça se fait beaucoup des coachs de personnalité pour apprendre... Oui, bien sûr, coach de vie. Voilà, coach de vie. Donc moi, je suis un coach de vie, j'ai pas forcément de réseau, je viens de débuter, j'ai pas forcément d'anciens clients qui peuvent faire de la pub autour d'eux. Qu'est-ce que je fais ? Où je vais ? Alors, là, je dirais que c'est la situation qui est compliquée. Parce que quand on sort de nulle part, il y a un moment, c'est dur de se faire connaître. Bon, c'est pas pour autant que c'est désespéré. Première chose, c'est le réseau, même quand on n'en a pas, en fait, on en a toujours un. C'est difficile parfois de solliciter, mais il faut un peu se faire violence, surtout si on est confiant dans son produit, dans son service. Et ça va passer par les amis, la famille. Il y a un truc que mon professeur en école de commerce me disait toujours, c'est que si vos parents ne sont pas vos premiers clients, c'est qu'il y a un problème. Alors, évidemment, vos parents peuvent pas être toujours vos premiers clients, mais tu comprends ce que je veux dire. Si vos parents sont même pas fiers de ce que vous faites ou sont prêts à en parler à vos amis, ça ne marche pas, quoi. Au-delà de la fierté, si personne autour de vous pense que vous êtes compétent dans exactement. ce domaine, arrêtez tout de suite, prenez une formation, formez-vous et revenez plus tard. Exemple très très bon, notamment les formations. En fait, les formations sont un bon moyen de trouver ses premiers clients parce que souvent les formations professionnelles, elles sont aussi en lien avec des entreprises, elles ont des débouchés, des pistes, des réseaux d'anciens élèves. Peut-être que sur justement le coaching de vie, il y a des coachs de vie qui ont fait la même formation que vous, qui ont trop de clients, qui peuvent pas tout gérer, ils sont prêts à déléguer, ça peut se faire. Et ça vous donne accès à un réseau aussi. J'entends souvent autour de moi dire qu'on n'a pas besoin de formation parce qu'elles ne sont pas reconnues par l'État. C'est vrai, il y en a certaines qui ont la valeur juste qu'on lui donne et qu'on veut bien leur donner, mais ça vous forme quand même à une méthodologie de travail, ça rassure un peu vos éventuels prospects et surtout, ça sert à ça. Et ça sert aussi parce que souvent, dans une formation de coach, on va aborder mon premier client, comment je l'ai. Exactement. Alors après, il y a des moyens, je dirais, un peu plus accessibles à tous. Je pense notamment à LinkedIn, ça c'est une évidence. LinkedIn est une source de démarchage puissante. Attention à le faire correctement, intelligemment. On va pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait être un épisode à part entière. Ça le sera sûrement. Mais voilà, il y a LinkedIn, il y a Shaper. Alors Shaper,
Hapr, on mettra probablement le nom dans la description, mais donc ça c'est une application professionnelle utilisable par tous, qui fonctionne sur le même principe que Tinder et qui permet de matchmaker des profils ensemble. Moi je l'utilise à titre personnel et en fait je suis beaucoup démarché par notamment des coachs dans un peu tous les domaines, des freelances, etc. Pour proposer leurs services. Et d'ailleurs, ils le font souvent de manière assez intelligente et je réponds quasiment à chaque fois. Donc c'est plutôt pas mal. Très bien. Garde ces emails, on les analysera. Alors on a après les salons professionnels, ça s'applique pas tout le temps, mais ça c'est souvent une très bonne source de clients qu'il ne faut absolument pas négliger. Et après, comme on disait, le classique bouche à oreille, le réseau, les anciens contacts professionnels, etc. etc. Nous, chez Allo Fiston, peut-être à titre personnel, on a utilisé en fait un mélange de tout ça. Alors, on n'a pas fait de salon professionnel parce qu'on n'en avait pas besoin. Puis, surtout parce qu'il y a eu la crise du Covid en fait qui est arrivée vraiment en plein milieu. C'est une très bonne réflexion. On voulait vraiment faire ça. Je me rappelle que dans le plan de développement, il y avait ça. Absolument. Et on a dû trouver d'autres moyens. Absolument. Mais donc, du coup, on a fait en fait beaucoup de réseaux, bouche à oreille, des contacts professionnels, etc. Donc, au-delà de là où on va trouver nos premiers clients, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc là, on a eu un contact avec 1 ou 2 prospects. Comment est-ce qu'on pourrait les amener doucement à faire cette transition de prospect à client ? Alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais avant de recevoir, il faut donner, pardon. Oh, c'est magnifique. Non, mais c'est un conseil d'amour. Mais en fait, c'est fondamental, mais les gens ne comprennent pas que quand on dit il faut donner avant de recevoir, il faut donner beaucoup. Parfois, il faut vraiment donner beaucoup. Je vais prendre l'exemple d'un client qu'on a eu. C'est un client avec qui on a été en négociation pendant 4 mois à peu près. Et sur ces 4 mois, on a fait 4 ou 5 rendez-vous commerciaux gratuitement, on a fait des appels, des démarchages, des plans un peu de développement, etc. Totalement gratuitement. À aucun moment, on a commencé à vouloir closer la vente. Et puis, logiquement, en fait, on a commencé presque à se rendre indispensable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on était tellement impliqués dans le développement de l'entreprise petit à petit que c'est devenu une évidence qu'il fallait nous mettre vraiment quasiment, pas à temps plein, mais qu'on ait vraiment un rôle statutairement acté dans l'entreprise. Et donc, on a closé la vente comme ça, mais ça nous a pris 4 mois, ce qui est quand même un certain temps, parce que voilà, il faut aussi faire rouler du cash au fur et à mesure, mais le jeu en valait la chandelle. Alors où mettre la ligne en fait ? Parce que là ça a marché et tant mieux, mais parce qu'il y a aussi des gens, malheureusement c'est le cas, qui vont profiter des gens qui leur donnent des conseils gratuitement et qui en fait ne vont jamais mettre la main à la poche. Où tu places le moment où il faut savoir s'arrêter ? Alors avant de placer le moment où il faut savoir s'arrêter, il faut déjà savoir si tout ce jeu-là en vaut la chandelle. Oui. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a entre un client qui va vous rapporter 500 € par mois et un client qui va vous rapporter 5000, la différence, c'est pas x100. Enfin x10. La différence de travail, c'est quasiment les mêmes choses, presque, entre un client qui vous rapporte 500 francs par mois ou un client qui va vous rapporter 5000. Et donc ce que je veux dire, c'est que choisissez bien vos batailles et ne commencez pas à prendre des tout petits clients. Alors, nous, parce qu'on a la chance, parfois il y a des gens qui sont dans le besoin de prendre n'importe quel client, etc. Donc évidemment c'est très différent, mais ne perdez pas de temps avec des clients qui ne sont pas rentables pour vous. Ça c'est la première chose. Et donc si le jeu en vaut la chandelle, et bah en fait je pense qu'il faut arriver à se dire là maintenant je demande à closer la vente à partir du moment où vous sentez que vous êtes vraiment devenu quasiment indispensable ou que en fait l'entreprise perd vraiment quelque chose de substantiel si elle ne continue pas avec vous. C'est histoire un peu de faire ses preuves avant, enfin montrer patte blanche, faire ses preuves pour après que les gens vous fassent vraiment confiance. Totalement. Parce que souvent on a un accès aux outils, au carnet d'adresses. Enfin il faut une relation au préalable. Oui, tout à fait. En fait, c'est dans cette phase-là que vous devez créer la relation de confiance. Et puis le moment de la négociation du contrat pur et dur doit être juste une validation de cette confiance que vous avez établie auparavant. Mais oui, à un moment donné, il faut vous dire voilà, là ça fait un certain temps. Je pense qu'en fait 3-4 mois, ça me paraît, ça dépend des contrats évidemment, mais pour nous, c'est vraiment un peu la fourchette haute qu'on se donne pour la négociation d'un contrat. Au-delà de cette période, on commence à dire voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on pose des choses, tout simplement parce qu'on ne peut pas aussi allouer du temps éternellement gratuitement. C'est normal. Alors, tu nous as parlé de ce premier écueil qui est en fait de ne pas signer des gens qui ne sont pas rentables pour vous, et il y en a un deuxième, quel est-il ? Alors, il y a un deuxième écueil, c'est ne pas signer des gens, des clients en l'occurrence, pour lesquels vous savez pertinemment à l'avance que vous n'allez pas pouvoir apporter de solution. Ça, alors nous c'est, chez Allo Fiston, on a cette chance, entre guillemets, je dis on travaille jamais pour l'argent, on travaille pour l'argent, mais on n'a pas besoin de faire du commercial agressif pour vivre.
C'est une grande chance qu'on a, mais du coup, ce qui va avec ça, c'est que du coup, on prend que des clients pour lesquels on est persuadé de pouvoir faire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on est persuadé d'avoir des résultats, parce que je pense que personne ne peut s'engager vraiment sur des résultats. De toute façon, on a toujours une obligation de moyens et pas de résultats dans notre métier. Exactement. Les gens qui vous garantissent des résultats, il faut toujours faire très attention, parce que ces gens-là, moi, ça me fait un peu peur. Sur des métiers comme le growth marketing, growth hacking, c'est toujours délicat. Mais par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, voilà, si la thématique que le client porte est vraiment trop différente de ce qu'on sait faire, alors on va pas rentrer dedans, parce que le temps qu'on apprenne, on va faire perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, c'est pas bon. Donc je pense que ça n'a pas de sens de signer à tout prix un client, alors vous savez de base que vous n'allez pas réussir à délivrer, c'est juste mauvais pour votre image à long terme, mauvais pour la relation, bref, ça sert à rien. Est-ce que tu as un exemple un peu plus concret d'un client, alors ça peut être nous ou une autre entreprise, à qui, on avait l'exemple de coach de vie tout à l'heure, à qui on ne pourrait rien apporter? Alors moi j'ai un exemple, par exemple, qui me vient en tête, c'est que si là aujourd'hui par exemple j'étais contacté, je vais prendre un très bon exemple, tiens. J'ai un deuxième exemple qui m'est venu en tête. Mon père fait de l'huile d'olive, mais il a un autre métier, c'est qu'il est, pour simplifier, on va dire qu'il est gérant de fortune. Okay. Et il me dit, mais avec ce que tu sais faire sur Allo Fiston et tout là, est-ce que tu pourrais pas me trouver en fait des descendants de familles qui sont des héritiers, en gros, qui veulent des gens pour gérer leur fortune? Je dis bah non. Clairement, je sais pas faire. Enfin, c'est-à-dire que je pourrais t'inventer un truc, on va faire de la pub, des machins, des trucs comme ça, mais ma conviction profonde, c'est que sur cette thématique super précise, je pense que tu peux faire plus efficacement que passer par moi. Et oui, on pourrait commencer à réfléchir des systèmes sur LinkedIn, machin, mais non, en fait, ces gens-là, c'est que dans des petits cercles où on se passe le mot parce que t'as montré patte blanche auprès de tel mec qui va te recommander à tel banquier, à tel truc. Bref, c'est pas du tout mon univers, je peux pas. Donc ça, c'est typiquement des sujets sur lesquels je pense qu'on serait mal à l'aise de s'engager. Puis après, il y a d'autres sujets, peut-être, alors c'est un peu extrême, mais la cigarette, typiquement le tabac, c'est des produits qui sont tellement compliqués. Il y a les questions d'éthique personnelle, mais en plus de ça, c'est des produits qui sont tellement compliqués aujourd'hui à advertise que c'est chaud. Tout ce qui va être, après, je dirais, la bio-ingénierie, l'aérospatiale, la pharmacie, c'est des choses qui sont très techniques, très pointues, et je pense qu'on aurait du mal en fait à apporter une vraie valeur ajoutée aux clients. Et de manière générale, je sais que quand on débute, on a envie de tout prendre, donc que ce soit les petits clients qui vont rien nous rapporter parce qu'on se dit que ça nous fait de la visibilité, et les clients où on n'est pas sûr, mais on se dit que ça nous donne un peu de bagage. Non, n'hésitez pas à mettre des limites assez claires en fait. Bien parce sûr. Parce qu'il y a du monde, et vous allez avoir des clients, vous inquiétez pas. Oui, alors bon, évidemment, encore une fois, ça dépend de votre thématique, mais c'est vrai, tu as raison. De manière générale, oui. Oui. Tout à fait. À moins de s'être trompé de métier et de marché, je pense pas. Et encore une fois, parfois il suffit d'avoir peut-être que 3 ou 4 clients pour vivre comme un roi. Oui, pour aussi. vous. Oui. Vous êtes peut-être pas, avec 3-4 clients, vous ne montrez peut-être pas un empire comme Jeff Bezos, encore que vous en ayez envie. C'est pas forcément bon, je ne sais pas, on ne rentrera pas dans ces considérations, mais vous avez compris l'idée, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir des centaines de clients pour réussir correctement. Justement, parlons clients. Donc là, on a eu toute la première partie sur comment démarcher, prospecter ses clients. Une fois que la relation s'est faite, que la personne a signé, comment est-ce que tu vas gérer la relation ? Alors, j'ai envie de commencer par un peu de philosophie entre guillemets. On va pas parler d'Aristote ou quoi, mais l'idée c'est que je fais toujours un petit peu plus que ce qui a été contractuellement signé, que ce sur quoi je me suis engagé. Ça, c'est ma manière de gérer la relation. C'est-à-dire que si je me suis engagé, je vais schématiser, mais vous allez bien comprendre, c'est plus compliqué que ça. Si je m'engage sur un volume de 100 heures, mettons, en fait, je vais en faire 120. Et les 20 supplémentaires, je les facture pas. Mais ces 20 heures supplémentaires, en fait, ça me permet de donner de la générosité dans le travail. Donc faire toujours un peu plus. J'avais m'étais engagé pour faire 10 pubs. En fait, j'en fais 12 et j'en fais 2 gratuitement. Je vais faire de la disponibilité, ce que j'appelle étendue. Alors ça, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un rythme de vie qui le permet, mais je réponds le samedi, le dimanche, le soir, la nuit, tout le temps. Je le ferai pas toute ma vie, mais là, aujourd'hui, je peux le faire. J'accompagne sur des sujets connexes. On va être embauché, par exemple, vraiment sur une question d'activation des users dans une base de données, par exemple. Et on va aussi accompagner sur la négociation de partenariat, la gestion de l'acquisition. Bref, on sort un petit peu de ce qui a été purement négocié. Et puis le 4e point, c'est transparence et honnêteté. Ça, c'est fondamental. On a eu l'exemple d'un client pour lequel la mission s'est pas mal passée, mais il n'y a pas eu des résultats qui étaient incroyables. On est honnête, en fait, on le dit parce que parfois, comme tu le disais, les résultats ils sont pas là, malgré tout ce qu'on peut mettre comme bonne volonté. Et il faut être juste honnête parce qu'on va pas perdre du temps aux clients, c'est mauvais pour notre image aussi à long terme, donc voilà. Puis surtout pas tomber dans ce jeu de non mais c'est pas moi, c'est vous qui nous avez pas donné les bons éléments, soit pas assez de budget, soit pas assez d'insight, soit... Non. Exactement. En fait, on peut résumer un peu tout cet état d'esprit par... On se positionne chez Allo Fiston comme des
j'aime pas cette expression, mais ça résume bien, comme des salariés déportés. Comme des salariés à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir cette même souplesse, cette même disponibilité, mais en même temps, on garde notre indépendance et on a un regard du coup beaucoup plus critique sur l'entreprise et parfois c'est ce qu'elle veut en fait. Exactement, c'est pour ça, on veut, souvent les entreprises nous disent, donnez-nous du neuf, un regard neuf, parce que quand tu es dans les mêmes outils, puis dans les mêmes schémas de pensée, tu n'arrives pas à sortir et avoir un regard neuf. Mais je voudrais revenir sur ce que tu dis, la générosité dans le travail, encore une fois, où est-ce que tu mets la ligne? Quand est-ce que tu n'en fais pas trop? Et quand est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un abus de la part de l'entreprise? Évidemment, alors générosité ne veut pas dire stupidité. Premier conseil que je donne, c'est compter toujours vos heures. Ça demande une hygiène de travail un peu pénible, mais il y a des outils pour ça qui sont fantastiques. Je pense notamment à l'outil Clockify, Clockify, on mettra dans la description. Et Clockify, c'est un outil qui vous permet très facilement de compter toutes vos heures. Et donc ça, au bout d'un moment, ça vous permet de vous dire, ok, voilà, j'avais budgété entre guillemets 100 heures sur ce projet, sur ce client, j'en ai fait 200. Là, il y a peut-être un problème quand même. Et donc, ça... Et il faudrait s'en rendre compte avant, parce que le problème, c'est que si vous êtes engagé pour 100 heures, moi, en tant que client, je peux aussi comprendre que non, vous en avez fait 200, mais jamais je vous ai demandé un tel volume. Exactement. Ou fallu, au bout de 110, sonner la sonnette d'alarme. Tout à fait. Et donc ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, quand vous sentez que vous sortez trop du cadre qui a été négocié, qu'on vous en demande trop, parce qu'on vous a donné un doigt, puis on commence à vous prendre la main, là, il faut rapidement le dire, en fait, et poser les choses de manière très transparente, mais de dire, voilà, écoutez, je crois qu'il y a un petit malentendu, il faudrait qu'on en rediscute, parce que si vous ne faites pas ça, en fait, doucement, le contrat va glisser, puis il va s'étendre, et puis quand vous allez exploser, parce que vous êtes le sentiment d'être surchargé de travail, en face, ils vont pas comprendre, parce que ça sort d'un coup. Et puis en fait, la relation commerciale est probable qu'elle s'arrête juste parce que vous n'êtes pas employé, ils s'en foutent, vous avez pété un câble, on prendra le consultant d'après. Oui. Donc il faut faire ça progressivement. Et surtout, alors là, il faut avoir une métaphore un peu dans le droit. On dit souvent qu'il y a des choses qui font jurisprudence. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose une fois, qu'il y a un jugement qui a été rendu, et bien l'avocat, la prochaine fois, pourra dire « Oui, mais regardez, il y a 2 mois, il s'est passé ça a été jugé de la telle manière. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on rendrait un jugement qui est fondamentalement différent de celui-ci ?» Dans le consulting, c'est pareil. Si il y a 1 mois, tu as accepté de faire 25 heures de plus, de mettre en place, je sais pas, une séquence d'emails ou de démarcher au téléphone tout un samedi, pourquoi est-ce que là, quand je te le demande, la réponse n'est plus la même? C'est un très très bon point. Le problème de la jurisprudence, comme tu dis, c'est que ça arrive très fréquemment, pas que dans le consulting d'ailleurs, dans la vie aussi. Mais alors, nous, on a été confrontés à ça très récemment. La manière de gérer ça le moins pire possible, je dirais, c'est que parfois vous êtes obligé de le faire un petit peu, parce que vous allez voir qu'en fait derrière vous voulez renégocier votre contrat, vous savez qu'il y a une échéance qui arrive, donc vous faites un peu de lest, quoi. Moi, ce que je ferais pour vous encadrer le mieux possible, c'est vous faites un email en disant « Ok, exceptionnellement, je vais faire ça », mais vous gardez une trace écrite en précisant bien que c'est exceptionnel et que c'est une faveur commerciale que vous faites. Je pense qu'encore une fois, la manière dont vous communiquez sur votre travail est au moins aussi importante que le travail que vous donnez. Tu as complètement raison, ça nous permet de faire une excellente transition sur la partie concrète. Oui. Alors la partie concrète, comment est-ce qu'en fait on gère la relation concrètement ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai l'impression que dans le consulting, quand on est coach ou quoi que ce soit, vous allez recréer des schémas de salariat classiques et il faut être OK avec ça. Oui, alors ça c'est très juste. Quand en fait vous quittez le salariat en vous disant vous allez être libre, pas du tout. Vous échangez un patron pour plusieurs. L'avantage c'est qu'en fait vous pouvez aussi du coup faire tourner les patrons. Donc parfois vous en avez qui sont plus sympas que d'autres. Mais voilà. Mais du coup effectivement, donc vous allez devoir... en fait, nous ce qu'on recommande c'est utiliser un canal de discussion pour les petits points quotidiens. Peux-tu m'envoyer tel fichier? Est-ce que c'est OK si je fais cette telle modification, etc. Slack. WhatsApp. Slack est quand même beaucoup plus facile pour gérer les différents canaux, mais après c'est à discrétion de chacun. Tout à fait. Meeting de suivi un peu plus important, 1 ou 2 fois par semaine. C'est un point que nous aussi on a chez Allofiston, parce que sinon en fait l'information se perd et vous n'arrivez pas à avancer sur les projets et vous avez besoin de... En fait, il faut que l'information et la communication, c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous n'en faites jamais trop. Oui, c'est vrai. Mais si vous en faites, faites-la de manière rationnelle, parce que trop communiquer à l'inverse dans tous les sens peut parfois noyer l'information. Donc faites-en beaucoup, mais bien. Alors là, tu m'as un peu perdu. Vous n'en faites jamais trop, mais c'est dur de... En gros, n'ayez pas peur de communiquer toujours beaucoup sur ce que vous faites, mais faites-le bien. Ne le faites pas dans tous les sens. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait comme autre point ? On avait alors gardez une trace de tous les documents dans un Drive, un Dropbox, etc. Comptez vos heures sur un fichier. Et ça, c'est un petit truc, c'est quand vous sentez que le contrat arrive à la fin, vous commencez à tâter le terrain avec votre client.
3 semaines, un mois à l'avance à la fin du contrat, ça dépend de la période bien sûr, pour savoir s'il faut se prolonger, etc. ou non, parce que vous devez aussi anticiper votre planning pour les mois qui viennent. Voilà, je pense que sur la partie concrète, on est pas mal. Donc on commence à être pas mal armé parce qu'on a su comment démarcher, comment prospecter les clients, comment gérer cette relation au jour le jour et même dans la durée. Et est-ce qu'on peut là prendre un peu de recul? Et pour toi, qu'est-ce que c'est en fait le secret pour être un bon commercial, un commercial humain? Alors moi, là, j'ai pas peur de mettre mes 2 pieds dans le même sabot et de vous le dire micro à micro. C'est que pour moi, le vrai secret pour être un bon commercial, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, si ça parle pas, on peut le traduire par le mot empathie. Et si ça parle pas non plus? Et si ça parle pas, en fait, je dirais que c'est la capacité à percevoir l'état d'esprit et les émotions de vos interlocuteurs. C'est ce qui permet de déceler en fait si votre discours commercial y plaît, si vous intéressez à la personne, si vous sentez que vous êtes en train de la perdre. C'est la capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre. Parce que tu le disais très très bien en début d'épisode, c'est que en tant que commercial, que coach ou quand tu fais du consulting, en fait, tu te vends toi-même autant que ta prestation. Ouais, ça c'est tout à fait vrai. Il y a un exemple peut-être que je peux donner. Alors pour ceux qui le savent, j'ai travaillé donc chez Deliveroo, j'arrête pas de le répéter, mais voilà. Et sur certaines négociations avec des grandes franchises de restaurants français, c'est arrivé assez souvent qu'en fait on ne parle pas du tout du produit, on ne parle pas du tout business avant le 2e ou 3e rendez-vous. Et les 2 premiers rendez-vous sont uniquement dédiés à s'apprivoiser, à se connaître, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des discussions professionnelles, mais on n'est pas là pour faire de la vente. On est là pour d'abord se vendre soi-même, on ne vend pas le produit. Et donc ça, je dirais que cette empathie, cette intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler parce que je pense que c'est selon moi l'une des meilleures armes pour être un bon vendeur. Ok, alors au-delà de ce côté un peu émotionnel, est-ce que tu aurais une autre compétence qui est vraiment clé? Oui, l'adaptabilité, je dirais que ça c'est le 2e point. Être adaptable parce qu'il n'y a pas 2 clients qui se ressemblent. La fameuse agilité que tout le monde recherche en ce moment. C'est terrible parce que c'est un peu un buzzword, un mot qu'on met à toutes les sauces, mot valise, etc. Mais en fait, l'adaptabilité, ça découle tout simplement de l'intelligence émotionnelle. Si vous sentez en face que le discours que vous tenez à la personne, ça ne lui convient pas, vous avez 2 choix. Soit vous continuez, et dans ce cas-là, vous êtes un tocard, grosso modo, parce que vous sentez que ça ne marche pas, et puis vous continuez. Alors, tocard est un peu fort, mais vous avez compris l'idée, vous êtes juste mauvais. Soit vous vous adaptez. Si ça ne marche pas, essayez autre chose. Et en fait, il y a des gens qui vont réagir à vraiment des arguments émotionnels, d'autres ça va être beaucoup plus rationnel, d'autres ils vont avoir besoin qu'on leur mette en avant le chiffre d'affaires, d'autres ça va être la simplicité, la méthode Soncas, on va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, soyez adaptables. Et au-delà de ça, tu me parlais tout à l'heure d'un autre truc j'ai vraiment envie qu'on revienne dessus parce que la façon d'être avec les clients est aussi extrêmement importante. Et souvent, enfin, je sais que moi, souvent, c'est mon problème, je suis figée dans mon rôle d'expert et j'arrive pas à tendre la main au client et à nouer une vraie relation. Et donc, tu me disais, Emeline, c'est hyper simple, même au téléphone, essaye de sourire. Ça, c'est terriblement vrai. Je dirais que la 3e compétence, c'est sourire et bonne humeur. Et particulièrement au téléphone, même au téléphone, faites le test, soyez attentifs et vous allez voir que quand les gens sourient, vous l'entendez au téléphone. Et d'ailleurs, si vous souriez au téléphone, votre interlocuteur va également l'entendre. Ça, c'est un truc tout bête, mais ça montre en fait que vous êtes dans un bon état d'esprit, dans une bonne dynamique. Même si ça va pas, en fait, le client, il s'en fout de vos problèmes. Votre employeur aussi, d'ailleurs, très, très souvent. Mais l'idée, c'est que il faut être un peu guilleret, il faut être joyeux, il faut essayer de mettre de l'entrain. Parce que les gens apprécient que vous veniez dans l'entreprise en mettant un bon mood, une bonne ambiance, quoi. Alors vous n'êtes pas là pour faire le clown, hein, mais si vous arrivez en traînant les pieds, en mode moi je suis un expert, je suis froid, je suis un vendeur d'assurance pour prendre une caricature, on n'a pas spécialement envie de travailler avec vous, quoi. Encore une fois, la personne que vous êtes et la manière dont vous le communiquez, c'est 60% du travail. Absolument. Voilà. Est-ce que on arrive à la fin de l'épisode, je pense, parce qu'on sait comment prospecter, gérer une relation, et puis en général les qualités qu'il faut avoir et développer pour être un bon commercial et gérer sa relation en B2B. Est-ce que tu as un mot de la fin, Louis ? J'ai un petit mot de la fin. Il y a un livre qui résume très bien tout ce qu'on a discuté un petit peu aujourd'hui. Ce livre, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. On en parle souvent. C'est un livre qui est un peu connu quand même. Alors la 2e partie du bouquin est pas forcément très intéressante, donc vous pouvez la laisser tomber, mais voilà, c'est un livre qui retrace un peu tout ça. Attention, parce qu'en fait, quand on lit ça, on se dit
c'est évident, c'est facile, tout le monde sait faire, tout le monde fait ça. Pas du tout en fait. Hein. Je connais beaucoup de gens, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui citaient ce livre comme leur Bible et qui faisaient tout l'inverse. Donc attention à ça. Et puis moi j'ai développé là dans cet épisode une vision très personnelle, hein, qui est celle la mienne, qui est celle qu'on porte un peu chez l'Ofiston. Ça veut pas dire que c'est la meilleure, ça veut pas dire qu'il en existe d'autres, ça veut juste dire que ça a bien marché pour nous. Mais, et que si vous êtes perdu, vous pouvez vous raccrocher à celle-ci ou à des bribes de celle-ci en tout cas. Mais que si vous en avez d'autres, on est aussi très heureux alors déjà de savoir que ça marche et puis d'entendre vos histoires aussi tout simplement. Comme d'habitude, business@alofiston.fr pour tous vos témoignages. On en reçoit de plus en plus et ça nous fait plaisir tout simplement, chaud au cœur. Voilà. Je dirais. Et puis comme à chaque fin d'épisode, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Si vous êtes sur Deezer, ça nous fait quand même plaisir. Vous pouvez toujours pas vous abonner. Et puis c'est tout, la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Ciao.